Alors, pour la dernière rencontre et pour les 4 invités que je vais vous présenter dans quelques instants, on va essayer d'ouvrir au maximum et de donner la possibilité à l'ensemble des lycées présents de poser 1, 2, peut-être un peu plus de questions, on verra. Mais en tous les cas, on va essayer de faire participer l'ensemble des lycées. Vous ferez signe à chaque fois quand je vous annoncerai à Julie pour qu'elle puisse vous trouver, parce qu'évidemment, là, sur 10 lycées, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Juste à côté de moi, il y a Eric Reinhardt. Oui. À côté, Adrien Bosque. Benoît Dutertre. Et tout au bout, Grégoire Delacour. J'arrive. Alors, s'il vous plaît. Oui, très bien. On va prendre une première question. Julie, si vous le voulez bien. Alors, à qui s'adresse... Qui parle? J'ai une question pour Eric Reinhardt. Oui. Est-ce que l'histoire de ce roman est vraie? Est-ce que l'histoire de votre roman est vraie? Bonjour. En fait, le personnage, l'héroïne de mon roman, Bénédicte Ombredane, est un personnage de fiction, mais que j'ai reconstruit à partir de différentes femmes que j'ai rencontrées et de différents témoignages que j'ai recueillis. En fait, j'ai rencontré une première lectrice en 2007 à l'apparition de mon roman Cendrillon. Elle m'a envoyé une très belle lettre que j'ai trouvée vraiment sublime. Et elle me demandait si je voulais bien la rencontrer. J'ai dit oui. Et elle m'a raconté sa vie de femme harcelée, en fait. Et ça m'a profondément touché et ému. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'un jour, je ferais un livre dont le personnage principal serait une femme dans ce genre de situation, et avec cette douleur-là. Mais je n'avais pas encore le livre. C'était juste une idée comme ça. Le livre n'était pas là, il n'était pas advenu à moi dans sa forme, parce que j'ai besoin, voilà, pour pouvoir écrire, que le livre advienne comme ça, dans sa forme. Il s'impose à moi, voilà. Sa forme, c'est-à-dire son principe narratif, avec, etc. Et c'est quelques années plus tard, entre-temps, j'ai écrit un roman qui s'appelle Le Système Victoria, et quelques années plus tard, donc en 2011, j'allais dans une manifestation littéraire, un festival littéraire qui s'appelle Les Correspondances de Manosque, et je me suis retrouvé assis dans le train à côté d'une femme qui m'a reconnu parce qu'elle m'avait vu quelques jours plus tôt à la télévision, à la Grande Librairie. Quand elle m'avait vu à la Grande Librairie, elle s'était dit que j'étais l'écrivain qui devait raconter son histoire, parce qu'elle avait beaucoup aimé la façon dont je parlais de Victoria et des femmes avec sensibilité, me disait-elle. Et donc elle avait acheté mon livre et elle s'apprêtait à le lire et à m'écrire. Donc c'était quand même une drôle de coïncidence, enfin vraiment étonnante, stupéfiante même, voilà, qu'on soit l'un à côté de l'autre, puisqu'elle souhaitait me voir. Et donc je lui ai demandé de quoi il s'agissait, et elle s'est mise à me parler de sa vie. Et là encore, il s'agissait d'une vie comme ça, extrêmement difficile, dans sa, voilà, avec son mari, vraiment une situation de douleur, de harcèlement. Elle en était sortie depuis quelques années, et elle souhaitait qu'un écrivain témoigne des difficultés que pouvaient ressentir les femmes dans ce genre de situation, à réagir, à en parler autour d'elle et à se libérer comme ça des griffes de ces hommes malades. Et donc je l'ai revue, cette femme, plusieurs fois, et en fait quand elle m'a parlé de son histoire dans le train, en fait ça a fait écho avec les différents témoignages, et en particulier celui de la lectrice dont je parlais tout à l'heure, en 2007. Et à ce moment-là, mon livre s'est vraiment imposé, c'est-à-dire que tout s'emboîtait pour donner l'histoire que je raconte dans L'amour et les forêts. Et le personnage de Bénédicte Ombredane, à ce moment-là, a surgi. Et donc on peut dire que même si ce personnage s'inspire de toutes les femmes qui m'ont parlé de ce genre de problème,
Tout ce qui est raconté dans le livre a été vécu par l'une d'entre elles. Je n'ai absolument rien inventé, ce qui est vraiment terrible parce qu'on pourrait imaginer que voilà, je me sois abandonné comme ça à mon imaginaire. Bon. Et en fait, non. Donc, pour répondre à votre question, je me suis inspiré de différents témoignages, mais tout a été vécu par des femmes que j'ai rencontrées et avec qui j'ai parlé. Une autre question? Oui, mademoiselle. Bonjour. Moi, Bonjour. je m'appelle Fatima. J'ai une question pour Grégoire Delacour. Je voudrais savoir si le roman il est un peu autobiographique. Un peu seulement Ou complètement. ou complètement? Il est toujours, enfin chez moi c'est toujours un peu autobiographique. En tout cas celui-là est très personnel. C'est-à-dire que ce qui arrive, j'ai pas 40 ans, j'ai beaucoup moins, donc j'ai pas du tout l'âge du héros. Je suis pas assureur. J'ai pas une fille qui s'appelle Joséphine, un petit garçon qui s'appelle Léon. J'ai pas fait ce qu'il a fait, mais j'ai le chagrin qu'il a. C'est-à-dire j'ai les angoisses qu'il a, j'ai ses colères, j'ai ses doutes. Donc en ça, c'est personnel. Voilà. Si je ne réponds pas assez, vous dites, je ne suis pas content, je veux plus de réponses, n'hésitez pas. Non, mais c'était très bien, hein, Grégoire. Voilà. On prend une autre Merci. question. On prend une autre question. Oui, Au lycée de la Nouvelle Chance. d'accord, la nouvelle chance. Bonjour. Moi, j'ai une question pour Éric Reynard. Le narrateur découvre à la fin du roman des éléments de la vie de Bénédicte Ombredane que celle-ci avait passé sous silence. Pourquoi ? En fait, l'une des lignes de force qui traverse tout le roman, c'est le harcèlement conjugal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais moi, je n'écris pas des livres sur des sujets, ça ne m'intéresse pas. Donc il y a bien d'autres choses dans le roman. C'est un roman sur l'avilissement, c'est un roman sur le rêve, c'est un roman sur la façon dont on peut ou non s'accomplir dans sa vie par rapport à ses attentes, par rapport à ses désirs, par rapport à ce qu'on sent en soi de potentiel. Enfin, et c'est également un livre sur qui on est réellement, et qui on est pour les autres, qui on est pour soi, qui on est publiquement, qui on est secrètement, qui on est dans ses rêves et ses fantasmes, et qui on est dans sa famille. Et le livre s'ouvre là-dessus, c'est-à-dire que la lettre que je reçois de Bénédicte Ombredane, qui est produite dans le premier chapitre, elle dit que ce qui lui a plu dans mon roman Cendrillon, c'est que ce roman mettant en scène un personnage principal qui s'appelle Éric Reinhardt et ses avatars, ce que ça lui permet de découvrir, c'était qu'on pouvait être plusieurs personnes en même temps et que de cette bizarrerie, il fallait faire naître la joie. Et donc, c'est pas un problème de sentir en soi plusieurs individus qui se contredisent et qui ont l'air de se combattre les uns les autres. Il faut l'assumer. Et donc ça, c'est une chose que Bénédicte Ombredane, mon héroïne, avait du mal à faire, à savoir qui elle était réellement. Celle-ci ayant plutôt tendance à être ce qu'on attend qu'elle soit, c'est-à-dire ce que son mari attend qu'elle soit, ce que ses enfants attendent qu'elle soit, ce que la société, le proviseur de son lycée pouvait attendre qu'elle soit, plutôt que d'être et assumer le personnage qu'elle sentait vivre en elle de la manière la plus vive. Voilà. Et donc j'ai multiplié les points de vue dans le livre pour pouvoir tourner autour du personnage de Bénédicte Ombredane. Donc on la voit sous mon regard dans le premier chapitre, et puis après on la voit comme héroïne d'un roman, d'une fiction. On la voit sous le regard de son mari, et puis on la voit également sous le regard de sa sœur, donc à travers le monologue de sa sœur jumelle, et on découvre à travers le monologue de sa sœur jumelle qu'en fait c'est une toute autre personne. Et c'est vrai qu'on n'est pas la même personne si l'on est décrit par sa mère, sa sœur, ou si l'on est décrit par son meilleur ami ou son mari ou sa femme. Et on est encore une autre personne si on se décrit soi-même, et c'est un peu ce que fait Bénédicte Ombredane dans le cœur du livre, c'est-à-dire dans la fiction qui est conduite par le elle et le Bénédicte Ombredane, où on peut plonger dans sa vie intérieure, son monde intérieur, son journal intime, les pages qu'elle écrit lorsqu'elle est à Sainte-Blandine, où là on est vraiment au cœur de ce qu'est ce personnage, et on voit bien que
celle que décrit sa sœur jumelle en est fort éloignée. Donc, c'est-à-dire que cette sœur jumelle qui prétend être celle qui la connaît le mieux, parce qu'elles sont jumelles, en fait, ne la connaît pas si bien que ça. Ou en tout cas, elle connaît une autre personne. Merci. Alors, une question. Oui, mademoiselle. Bonjour. À la fin du roman, vous présentez l'enfer à l'image d'un monde ancien mais agréable à vivre. Ah, d'accord. Ce monde représente-t-il pour vous un idéal ? C'est pour ça que je me disais qu'elle était très bien. J'étais sûr qu'elle vous plairait. Non, l'enfer n'est pas mon idéal. Je ne suis pas sataniste. Mais c'est la conclusion, c'est un peu la conclusion logique du livre, puisque, comme peut-être certains d'entre vous le savent déjà, le narrateur, au début du livre, c'est pas autobiographique, hein, je précise, arrive au paradis, justement, et au paradis, il s'aperçoit, alors qu'il croyait qu'au paradis, il allait jouir de tous les plaisirs qu'on lui a promis depuis l'enfance, ce monde merveilleux où tout est permis, où tout est possible, qu'en fait le paradis a été aligné sur les normes de la terre, c'est-à-dire qu'au paradis, on n'a pas le droit de fumer, on n'a pas le droit de boire, il faut parler anglais, il faut passer des contrôles continuellement, il y a des zones VIP pour les gens qui étaient riches sur terre et des zones moins bien pour ceux qui étaient pauvres sur terre. Donc il découvre que le paradis était une espèce de double de la terre, en pire, et donc évidemment à la fin du livre, il va retrouver en enfer une espèce de douceur de vivre qui a disparu parce que l'enfer, contrairement au paradis, n'a pas essayé de s'adapter aux nouvelles normes. Vous savez, on nous parle toujours des nouvelles normes, du changement, du besoin de réforme. Alors le paradis, dans mon livre, il s'est réformé et il est devenu infernal, alors que l'enfer, qui est resté finalement dans son vieux train-train, continue à être un endroit finalement à peu près vivable. Alors c'est un renversement pour rire comme ça, voilà, que je fais à la fin du livre, d'où ce côté un petit peu, oui, paradisiaque de l'enfer, avec ses vieux trains, avec ses boîtes de nuit, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. C'est exactement l'antithèse du paradis où il arrive au début du livre. Si j'ai bien été clair. Merci. Oui. Le lycée Michelet. Très bien. C'est pour une question pour Grégoire Delacour. Vous êtes-vous renseigné auprès d'un psychologue pour écrire ce livre ? Non, vous pensez que je dois y aller ? Non, j'ai pas, parce que contrairement à certains romanciers, j'aime vraiment bien la fiction, l'imagination. Donc le psychologue de Joséphine, vous parlez ? Je me suis inspiré de mes professeurs. Okay. C'est-à-dire que j'ai cherché, comme il y a un problème de parole chez cette gamine, qu'il va reconstruire, puisqu'elle a eu un accident tragique, je me suis dit comment on rééduque la parole, le langage, hein, qui permet d'exprimer la pensée. Et je me souviens, quand j'ai commencé à être un peu moins con, c'est quand j'ai commencé à écouter les profs. Parce que je me suis aperçu que les profs, alors je ne veux pas être faillot, hein, mais je me suis aperçu que les profs, ils essayaient de faire notre bien, il n'y avait rien en échange. Ils ne gagnent pas plus d'argent, on ne va pas leur donner de médaille. Souvent, on ne viendra pas leur dire merci 10 ans après. Et je me suis aperçu qu'il y avait notamment chez deux de mes profs, un prof d'histoire et un prof de philo, une bienveillance, une gentillesse, une douceur et une compréhension de mon incompréhension dans leur matière. Donc ils ne me mettaient pas 0 par amitié, plutôt 0,5 ou 1 pour éviter que je me fasse trop engueuler. Mais je me suis inspiré d'eux pour créer le personnage du psychologue. Très bien, merci. Alors, une autre question ? Bonjour, moi c'est Axel. Ce serait une question pour Adrien Bosc. Très bien. Comment vous y êtes-vous pris pour rassembler la documentation nécessaire à l'écriture de votre roman ? Alors oui, c'est un roman qui s'inspire de faits réels. Donc l'accident, le fameux accident dans lequel se trouvait Marcel Cerdan dans la nuit du 27 au 28 octobre. Et il a fallu à la fois, à partir du moment où j'ai découvert cette histoire que je connaissais à peu près comme tout le monde, c'est-à-dire au degré 0 du mythe, l'appel d'Edith Piaf annonçant « Prends l'avion, le bateau c'est trop long ». Et puis je savais effectivement que Ginette Neveu était dedans. J'ai été ému par une curiosité, non pas du tout ni de romancier, mais même d'historien, mais une simple curiosité de personnes qui voulaient en savoir plus sur cette histoire. Et je me suis d'abord documenté, la première étape, c'était les journaux de l'époque, qui évidemment présentaient, comme quand vous avez un drame, par exemple cet été, pour prendre l'exemple de la Malaysia Airlines, parfois vous avez la liste des passagers qui sont présentés, y compris avec leur métier respectif. Et à partir de ce moment-là, je suis tombé sur une liste qui était une sorte
une sorte d'inventaire à la Prévert, mais dramatique, où vous aviez autant des bergers basques qu'une bobineuse de Mulhouse, qu'un directeur commercial de Walt Disney. Et pendant 1 an et demi, je me suis mis effectivement à chercher à partir donc de ces journaux, à chercher sur les lieux, même, c'est la fin du roman. Mais ça a été toute une étape qui était considérée, en tout cas dans le travail, comme un tuteur pour l'écriture, et avec la volonté non pas forcément de coller le plus possible aux faits, mais pour certains aspects d'être le plus proche de ce tuteur, ou s'en éloigner pour d'autres victimes. Donc c'était un entre-deux, et à partir du moment où le travail entre guillemets de recherche a été effectué, j'ai laissé reposer cette matière, aussi pour pouvoir mieux m'en éloigner après. Merci. Mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Jeanne et j'ai une autre question pour Adrien Bosc. Très bien. Quelle est la part de fiction dans votre livre ? Je vais prendre un exemple qui est littéraire. Il y a Blaise Cendrars, je ne sais pas si vous avez lu Blaise Cendrars, il avait écrit un très très beau poème qui s'appelait La prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France. Et dans la prose du Transsibérien, et Pierre Lazareff, qui était le directeur d'un grand journal qui s'appelait France Soir, aimait beaucoup ce poème, et un jour avait demandé à Blaise Cendrars, mais est-ce que tu l'as vraiment pris le Transsibérien ? Et Blaise Cendrars lui avait répondu, et pardon, je vais être grossier, mais qu'est-ce que ça peut te foutre si j'ai pris le Transsibérien, si je te l'ai fait prendre ? Et de la même manière, j'ai toujours considéré dans ce roman qu'à la fois, effectivement, il y avait une mémoire collective qui était à respecter, mais que j'allais jouer de cet entre-deux de la fiction et de la réalité, c'est-à-dire de combler les blancs, d'être dans les faits collectés de l'ordre du squelette du roman, mais que j'allais y instiller une chair, et que cette chair aurait possiblement une part fictive. Et que je ne souhaitais pas laisser des marqueurs pour dire, voilà, là c'est le plus vrai, là c'est le plus éloigné. Laisser dans un flou, et ce n'est pas pour rien si le roman se termine sous la figure tutélaire de Blaise Cendrars, dans cette idée aussi de recréer le réel. Parfois, et même si c'est un mot qui est galvaudé, une expression qui est galvaudée, on parle de mentir vrai, et c'était aussi ce qui avait pu me guider, en tout cas dans l'écriture du roman. Une autre question ? J'aurais une question pour Éric Reinhardt. Alors, le dernier échange entre Bénédicte Ombredane et Christian, j'aimerais savoir si c'est puisqu'ils se sont revus ou si c'est juste une vision après la mort. En fait, le terme de vision me convient tout à fait. Moi, j'aurais dit une sensation. Ce que je voulais dans cet ultime chapitre, dans cet ultime panneau en quelque sorte, parce que je dis toujours volontiers que c'est un livre en panneaux, articulé comme ça en 9 panneaux, et justement sans articulation entre eux, avec une forme de césure franche et nette, même de brutalité, et de passer comme ça d'un climat à un autre, d'une texture à une autre, d'un régime d'écriture à un autre, comme ça, de chapitre en chapitre. Ce dernier chapitre, en effet, ne s'inscrit pas dans la narration, puisqu'elle est morte. Je souhaitais juste que ce chapitre fasse éclore dans l'esprit du lecteur une sensation, qui était la sensation de Bénédicte Ombredane déliée, désaliénée, redevenue elle-même, libre, aérienne, ce qu'elle n'aurait dû jamais cesser d'être en réalité. Là, on est au cœur de ce qu'est cette femme lorsqu'on la délie de sa servitude et de tout ce qui l'emprisonne dans sa vie quotidienne. Voilà. Et donc c'est presque une essence pure comme ça, elle est morte, c'est comme si voilà, son essence pure s'élevait comme ça, et ce chapitre, c'est vraiment transmettre au lecteur une sensation, la sensation de ce qu'est cette femme, voilà, au plus profond d'elle-même, libérée de ces liens. Alors, oui, mademoiselle. Bonjour, j'ai également une question pour vous. Pourquoi tant de fougue tout d'un coup, à partir du moment où Bénédicte Ombredane s'inscrit sur Mythique ? Pourquoi tant de quoi ? Tant de fougue. De fougue. Oui. De fougue, oui. De fougue. Eh oui.
Pourquoi tant de fougue dans la description de ce qu'elle vit à ce moment-là quand elle s'inscrit sur Mythique? D'accord. En fait, la femme du train, dont je parlais tout à l'heure, elle m'a donc raconté son histoire et elle m'a remis en quelque sorte un squelette narratif, comme le disait Adrien tout à l'heure. C'est vraiment un enchaînement de causes et d'effets, des rouages narratifs, et que j'ai, investi de l'intérieur avec mon écriture. Adrien parlait de chair, c'est exactement ça. Et avec ma sensibilité et ma vie intérieure. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout essayé de savoir qui était cette femme du train, quel était son univers mental. Et ce qui m'importait, c'était qu'elle me raconte ce qu'elle avait enduré. Et donc, dans ce récit qu'elle m'a remis généreusement pour que j'en fasse un roman, il y avait cet épisode de Mythique où, en effet, elle s'inscrivait un soir, poussée par un accès de colère irrépressible, sur un site de rencontre pour rencontrer un homme. Et n'ayant jamais fréquenté ce genre de site, et dans la mesure où je voulais vraiment que le lecteur puisse vivre de l'intérieur cette scène, ainsi que toutes les autres, je me suis inscrit un soir sur Mythique sous l'identité d'une femme, et j'ai dialogué avec des hommes pendant quelques heures, un soir et une partie de la nuit. J'en ai mené un certain nombre en bateau, et là je me suis rendu compte de l'horreur de la drague masculine. Je vous plains, mademoiselle, si vous êtes confrontée à tant de... à tant de brutalité et d'indélicatesse de la part des mecs. Donc c'était drôle parce que j'étais déguisé en femme et j'ai vu affluer vers moi tout un tas d'hommes comme ça, empressés, et qui n'avaient qu'une obsession, c'était que je leur décrive mon physique et que je leur montre ma photographie. Alors je leur disais, mais dialoguons un petit peu avant, etc. Et donc les mecs disaient, bon, ok, qu'est-ce que tu veux savoir? Et exactement comme dans... Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reproduit dans le roman une partie de ce que j'avais vécu et ressenti cette nuit-là sur Mythique. Et je me suis beaucoup amusé à le faire, c'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de notes. J'ai fait des captures d'écran des phrases que m'envoyaient ces hommes qui me courtisaient, enfin courtisaient, qui essayaient, qui m'assaillaient pour que je leur donne mon numéro de téléphone et que je leur donne un rendez-vous. Et donc je me suis comporté ce soir-là exactement comme j'imaginais que Bénédicte Ombredane se serait comporté, c'est-à-dire que je faisais des très jolies phrases avec la ponctuation, c'était vraiment très littéraire, et les mecs me répondaient comme ça en style télégraphique. Et on retrouve une partie de ces échanges dans cette scène, et je me suis vraiment beaucoup amusé à faire ça, et j'ai essayé de jouer sur différents registres, comme je le fais d'ailleurs dans tout le roman, en allant comme ça. Il y a des passages assez drôles, il y a des passages assez comme ça, ironiques, corrosifs, qui relèvent de la satire, et puis d'autres où elle est plus romantique, notamment lorsqu'elle tombe sur Playmobil 677, c'est-à-dire Christian. Alors, là-haut. Le lycée d'Anguier. Alors, bonjour. J'ai une question pour l'auteur de L'Ordinateur du Paradis. Vous pointez du doigt dans votre roman l'hypocrisie des rapports sociaux. Est-ce que c'est pas forcément lié à la vie en groupe? Écoutez, l'hypocrisie des rapports sociaux, oui, c'est surtout l'hypocrisie d'une certaine façon du narrateur, enfin du héros du roman plutôt, pardon, puisque, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a une partie du livre qui se passe au paradis, où ce type arrive pour découvrir que le paradis n'est pas un monde enchanté. Il y a toute une autre part qui se passe sur Terre et qui est effectivement l'histoire d'un personnage qui a un petit peu une double vie, puisque il est responsable d'une grande commission qui est censée veiller sur la vie privée des gens, pour Internet en particulier, et lui-même, en réalité, passe une partie de son temps sur Internet à surfer sur des sites pas vraiment convenables. Et évidemment, il n'a qu'une hantise, c'est que ces petits secrets
éclate à la face du monde parce qu'un beau jour, l'ordinateur, son téléphone portable commence à se dérégler et il voit que des messages qu'il avait détruits depuis très très longtemps reviennent tout le temps en boucle. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à les détruire. Comme si les messages refusaient de mourir, ils reviennent sans arrêt, sans arrêt. Ça m'est arrivé à moi, comme ça, sur des logiciels de courrier, d'avoir 5000 vieux messages qui se rechargent. Et donc ce personnage qui effectivement a une position un peu d'homme de la morale, qui règne sur cette commission de la vie privée, lui-même tout d'un coup se dit que toutes ces mauvaises habitudes sur Internet, elles peuvent ressurgir à n'importe quel moment. Et je suis parti de cette idée-là que j'ai développée un petit peu dans une façon imaginaire et fantaisiste pour imaginer qu'à un moment, ça pourrait aller plus loin et que n'importe qui pourrait commencer à recevoir des informations qui sont destinées à quelqu'un d'autre. Un espèce de dérèglement du cloud, comme ça, du nuage, où sont enfermées toutes nos vies privées. Et évidemment, le héros du livre est très très angoissé parce qu'à la fois il est le représentant de la morale, effectivement, donc je pense que c'est le mot d'hypocrisie que vous citez, de par ses fonctions, et qu'en même temps il a peur simplement d'être pris comme n'importe quel gamin, la main dans le sac, avec ses photos plus ou moins convenables. Ça va vous calmer avec les smartphones, ça, hein, si jamais ça vous arrive. C'est-à-dire que vraiment, on découvre... Moi j'ai fait cette découverte, et qui est le point de départ du livre, c'est-à-dire que tout ce qui entre sur Internet n'en ressort jamais. Donc nos vies privées, nos vies intimes circulent dans des nuages, dans des serveurs, chaque fois qu'on envoie un courrier, mais aussi chaque fois qu'on téléphone, puisque tout est numérisé maintenant. Donc à côté de notre vie réelle, il y a toute une espèce de vie numérique qui circule partout et qui pourrait très bien réapparaître à n'importe quel moment parce qu'elle est indestructible. Évidemment, quand on découvre ça, ça fait très peur et en même temps on se dit c'est un sujet, au fond, un sujet pour un roman d'aujourd'hui, parce que c'est une situation qui n'a jamais existé dans le passé. Bien sûr. Alors, une autre... Mademoiselle, oui. Moi j'ai une question pour Grégoire Delacour. Oui. Qui est la jeune fille à qui est dédié ce roman? Assise sur la voiture. Elle est là. Vous saviez pas que vous auriez une réponse aussi précise. Ah ben, il y a une question précise, il y a une réponse précise. Voilà, c'est une personne qui m'a en fait permis d'écrire, parce que c'est très difficile quand on veut écrire, c'est très prétentieux de se dire je vais faire un livre. Je pense que c'est assez surhumain. J'ai la chance d'avoir fait 4 aventures surhumaines, mais c'est à chaque fois une première fois. Un roman, c'est à chaque fois un premier roman, c'est à chaque fois un prototype. On apprend des choses de livre en livre sur les mots qu'on aime, les mots qu'on n'aime pas, les formules, l'efficacité, des petites choses. Mais à chaque fois, c'est neuf, c'est une rencontre tout à fait nouvelle. Ça prend énormément de temps d'écrire, ça prend du temps de famille, du temps de couple, du temps de vie. Et dire à quelqu'un avec qui on vit, voilà, je vais écrire, c'est aussi dire, je m'en vais un petit peu ailleurs, je vais rencontrer d'autres personnages. Et d'avoir une personne qui dit, vas-y, m'en parle pas, fais pas lire, t'es pas obligé, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, ça mérite qu'on lui dédie tous les livres. Voilà. On est tout en haut. Allez-y. Justine Guichard, pourquoi ces titres de chapitres sous forme de chiffres et de nombres? Alors, dans la première partie du livre, il y a 3 parties dans le livre. La première partie, c'est raconté par le héros Antoine, qui est un assureur. Il a 40 ans, c'est un assureur, mais particulier, puisqu'il est chargé d'expertiser la valeur des choses. Alors, par exemple, quand votre maison brûle, on sait à peu près combien ça vaut. Le meuble qui a brûlé avec la maison, c'est à peu près combien ça vaut. Mais les souvenirs qu'il y a dans le meuble qui a brûlé avec la maison, ça vaut combien? Une vie, ça vaut combien? Moi, je vais vous le dire. Un gamin qui se fait écraser par une bagnole, ça vaut à peu près 25 000 euros. C'est-à-dire qu'on va donner 25 000 euros aux parents. Moi, si je me fais écraser, la jeune fille dont on parlait tout à l'heure, elle aura entre 30 et 40 000. Si je me casse la gueule en avion, Air France, c'est à peu près 100 000. C'est des vrais chiffres. Et donc, comme il est assureur et que le livre commence une nuit, enfin ça se passe la première partie, la nuit où il apprend que son père va mourir, et c'est lui qui va revoir sa vie, cet assureur. Il va se dire, au fond, en perdant mon père, je perds quoi? On lui annonce donc que pour 27 euros, c'est 27 euros, voilà le médecin qui dit que vous allez mourir, vous payez, voilà 27 euros. C'est quand même dérisoire le parallèle des chiffres et des sentiments.
Et il va se demander, au fond, ça vaut quoi ma vie? Ça vaut quoi ma relation avec ce père qui va mourir? On ne sait pas quand. Est-ce que je vais avoir un grand chagrin, un moyen, un petit chagrin? Est-ce que le souvenir des glaces qu'il ne m'a pas donné au sport d'hiver, c'est un grand chagrin ou un petit? Et il va essayer de comprendre la valeur de sa vie, la valeur de la vie des gens qu'il aime. Est-ce qu'on aime suffisamment les gens qu'on aime? Qu'est-ce qu'on regrette le plus quand on quitte les gens qu'on aime? Qu'est-ce qu'on regrette de ne pas avoir dit, de ne pas avoir fait? Donc je trouvais singulier de valoriser, au lieu de dire le chapitre, c'est ma rencontre avec papa ou la glace à Megève, de dire 2,50. Eh bien, il a un souvenir à 2,50, c'est le prix de la glace. Et peut-être que c'était le plus beau jour de sa vie avec son père. De même qu'à un moment, il y a le prix d'un ticket de cinéma. Et le plus beau jour de sa vie avec sa maman, c'est quand ils vont voir tous les deux un film en cachette au cinéma. Et c'est un souvenir extraordinaire. Ça vaut toute une vie, mais ça coûtait 10 francs à l'époque. Donc voilà, et comme il est assureur, il classe les choses. Et il arrive à la fin du premier chapitre à un résultat, une addition ou une soustraction terrifiante. Merci. Merci, Romain, merci. Merci. Alors, prends une autre question là-haut encore, peut-être. Alors, c'est pour Grégoire Delacour. Pourquoi ce titre pour le roman alors que vous racontez l'histoire d'un personnage marqué par des échecs et tragédies successives? On ne voyait que le bonheur. C'est le titre. Moi, j'adore ce titre. D'abord, si je ne l'aimais pas, je serais mal. Mais non, j'aime bien parce que c'est une menace. Parce que ça ne peut pas marcher. On ne voit jamais que le bonheur. Quand on regarde des albums de photos, alors parce qu'il y a eu avant ce que racontait Benoît, avant les clouds et les nuages, il y avait des photos. Peut-être vous avez des photos de vous sur papier, et quand vous étiez nu à la naissance, à la maternité, puis vos parents ont collé ça dans un album. Et je trouve qu'on met toujours dans nos souvenirs ce qu'on trouve le mieux de nous et des gens qu'on aime. Donc on se veut toujours une image de bonheur, de nous-mêmes, de beauté. Moi j'ai vu des jeunes filles, des jeunes gens griffer ou découper la photo parce qu'ils se trouvaient moches dessus. Voilà, où on jette des photos parce qu'on a les yeux de lapin, d'albinos, etc. Et on veut laisser de nous une image de bonheur. Et ça, c'est un peu ce qu'on nous apprend. On voyait que le bonheur, je voyais machin, on voyait que le bonheur, la voisine, etc. Et moi, je trouve que on n'est pas que notre bonheur, on n'est pas que notre apparence, on est aussi nos failles, on est aussi nos fragilités. Et il faut les montrer parce que, un, elles sont belles, et deux, elles nous permettent peut-être de rencontrer là où les personnes qui peuvent nous aider à les réparer. Donc voilà pourquoi ce titre. Peut-être on va faire ce qu'on a fait avec les autres auteurs dans les autres rencontres. On va garder cette question-là qui peut s'étendre et demander à chacun d'entre vous de nous expliquer un peu d'où vient le titre du roman, comment il a été choisi, si c'est vous qui l'avez choisi ou si c'est d'autres personnes qui ont fait ça pour vous. On commence avec vous, Benoît. L'ordinateur du paradis, en fait le titre, c'est souvent assez... Enfin, il y a des livres dont le titre vient tout de suite, et puis on le garde, et puis il y a des livres dont parfois on cherche longtemps le titre après. C'était un peu le cas dans ce livre-là. Enfin, il y avait un premier titre qui était Le Grand Dérèglement, parce qu'il y a cet épisode dans le livre où tout d'un coup tout le monde se met à recevoir des emails qui sont destinés aux autres personnes, et donc ça sème le chaos dans la société. Il y avait un autre titre qui était L'Humiliation, parce que au fond ce personnage central, qui est un homme qui se pense très respectable, tout d'un coup a peur d'être humilié parce qu'on va découvrir ces fameuses photos qui sont cachées quelque part. Et puis finalement, j'aimais beaucoup ces scènes dans le livre qui se déroule au paradis avec le personnage de Saint-Pierre, parce que vous savez que dans la religion chrétienne, c'est Saint-Pierre qui accueille aux portes du paradis et qui va en quelque sorte décider du sort de chacun. Et dans le livre, en fait, Saint-Pierre, qui est complètement dépassé par toute la réforme du paradis, où est-ce qu'il va chercher des informations sur la vie privée des personnes qui viennent de mourir? Il va les chercher sur Internet, lui aussi, puisque toute la vie privée de chacun est sur Internet. Alors Saint-Pierre pianote, il va dans le cloud pour aller chercher des informations sur les bonnes et les mauvaises actions des personnes qui viennent de mourir. Donc ça, c'est une chose loufoque, mais justement, voilà, ce rapport entre le paradis, l'ordinateur de Saint-Pierre, qui avait été aussi à un moment le titre, ça a fini par donner l'ordinateur du paradis. Il surfe Saint-Pierre. Adrien, évidemment, le nom de l'avion, mais ça aurait pu être autre chose. Au départ, j'avais hésité, toujours dans cette idée quand même d'avoir un titre seul, un mot qui puisse avoir plusieurs sens. Au départ, j'avais hésité avec un titre qui était Volute, qui est censé, évidemment, la volute, qui est un élément du violon, et qui est l'élément, entre autres, qui est retrouvé à la fin du livre sur les pentes du redondo, c'est-à-dire la tête du violon, ce qu'on appelle la volute.
C'est ce que vous voyez en haut du violon avec un peu les circonvolutions baroques. Et cette tête, donc volute, signalait aussi les volutes de fumée qui se dégagent du mont et qui permettent à l'avion de recherche de repérer les débris du constellation. Et puis, un peu comme s'il s'imposait, effectivement, l'avion lui-même, dessiné par Howard Hughes, le fameux Aviator, lui avait appelé cet avion Constellation. Et le titre, en fait, après l'écriture, au départ, ce manuscrit portait le titre de Volute, mais apparu vraiment comme un titre, un peu comme le motif dans le tapis, tellement évident qu'on ne le voit plus. Et à la fois pour Constellation, pour l'avion, mais aussi pour tout ce que je voulais signaler dans ce roman, c'est-à-dire, au fond, la question du hasard, de la coïncidence. Est-ce que ces successions de hasards, ces successions de coïncidences ont d'une certaine manière une objectivité, une réalité, ou est-ce que c'est l'arbitraire de celui qui observe, donc moi par exemple, qui vient relier les points entre eux? Et c'est la même image pour une constellation dans le ciel. Est-ce que Orion, Scorpion ou telle constellation que vous voyez dans le ciel nous préexiste et là dessinée? On saurait à raison ne penser le contraire. Et du coup, le contraire, c'est ce que je disais sur l'arbitraire de l'œil humain qui relie, c'est-à-dire l'observateur d'en bas qui, évidemment, dessine ces constellations. Et en recherchant, il y a eu beaucoup de hasards, beaucoup de chiffres qui correspondaient. Et je me rappelle qu'au moment où je suis retourné chercher du côté du savant grec Ptolémée, qui est le premier, en fait, à faire la cartographie du ciel, qui est le premier à dénombrer, entre guillemets, le nombre d'étoiles et de constellations. Et je sais pas, j'avais une sorte d'intuition qu'il y aurait un rapport, ou que, évidemment avec le titre, mais qu'il y aurait une sorte de dernière coïncidence. Et je tombe sur le tête de chapitre qui s'appelle 1022 étoiles, qui reçoit un titre, 1022 étoiles et 48 constellations. Et quand on a lu le livre, il y a 48 victimes dans cet avion, et c'était le dernier hasard objectif, comme on dit, comme écrivaient les surréalistes. Éric ? Bon, en tout cas, tous les deux, là, vous avez choisi le bon titre, parce que c'est bien mieux l'ordinateur de paradis que le grand dérèglement. Ah oui. Et c'est bien mieux Constellation que Volute, je trouve. Voilà. Non, bon, ça va, alors on les garde. Non, je dis ça parce qu'un jour, pour un de mes romans, dans une rencontre en librairie, on m'a posé cette question, et j'ai dit que le titre de mon roman était l'idée de mon éditeur. Et alors on m'a demandé, mais c'était quoi ton titre? Et j'ai donné le titre, et tout le monde a dit, mais c'était vachement mieux ton titre. Et là, j'ai eu une espèce de secousse en me disant merde, j'aurais jamais dû céder à mon éditeur. C'était quoi? Voilà. Non, je ne vais pas recommencer. Ça va. C'était quoi? Donc, non. Ah bah oui, bah là. Je vous dirai tout à l'heure en privé. Il le dit à l'oreille de chacune d'entre vous. Donc, non, mais là, c'est enregistré, tout ça, je peux pas. Donc, moi, quand je travaille sur un roman, tout à l'heure. Ah bah oui. Quand je travaille sur un roman, j'aime bien avoir un titre quand je vais me relire dans des cafés, que j'imprime ce que j'ai écrit pour le relire. J'aime bien qu'il y ait une page de titre avec le nom du livre. Et donc souvent je mets un titre provisoire. Dans les premiers jours, il n'y a pas de titre, ou il y a un titre dont je me dis qu'il est provisoire. Et quand j'ai commencé L'amour et les forêts, il n'y avait pas de titre du tout. Et un soir, après avoir écrit une page, j'ai pris un extrait de cette page que j'avais écrite. Et dans cette page, il y avait une phrase, que je ne sais plus de mémoire exactement, mais c'était que Bénédicte Ombredane donc, me disait qu'elle préférait ce en quoi il est possible de se dissimuler, de s'engloutir, de s'enfuir, de s'enfouir. L'amour et les forêts, la nuit, l'automne. Et donc, à la fin de cette journée, j'ai appelé mon livre « L'amour et les forêts » en pensant que ce serait provisoire. Mais je trouvais ça vraiment très bien. Et puis, mais sans vraiment de rapport avec le livre, si ce n'est que le lien avec cette confidence de Bénédicte Ombredane. Et puis, plus j'avançais dans le livre, et plus il me semblait que ce titre était juste et parlait bien de cette femme et de ce qu'elle vivait. Et dans la mesure où... et ce qui me plaisait aussi, c'est qu'il avait une dimension poétique et qui permettait d'englober tout le livre sans mettre l'accent sur une de ses facettes en particulier. Et ça, c'était très important pour moi. Et c'est un titre qui délivre une sensation
avant tout, et c'est ce que je souhaitais. Voilà. Très bien. Alors, on peut prendre une question? J'ai une question pour Adrien Bosque. Oui. En quoi votre récit est-il romanesque? Ouais, c'est une vraie question, c'est-à-dire, est-ce que le roman est forcément entièrement de la fiction? Est-ce que la définition du roman, c'est faire œuvre d'imagination? Ce qui est le cas, par exemple, dans ce roman. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une part de fait, il y a une part d'imagination. Mais c'est une vraie question sur la notion même de roman. Moi, je ne suis pas convaincu, par exemple, et qu'en plus, j'ai tendance à considérer qu'il faut bousculer un petit peu les registres, il faut bousculer un petit peu les cases dans lesquelles on essaye de nous intégrer. Je pense que le plus important dans un roman, mais c'est mon point de vue, évidemment c'est l'écriture et c'est s'emparer d'un fait, parce que n'importe quel fait qui nous arrive cet après-midi, un accident qui aurait lieu en dehors de l'amphithéâtre, ou quand bien même cet avion peut être écrit de 1000 manières différentes, parce que il est question à chaque fois de celui qui observe et de la focale. Pour ce qui m'importe le plus dans ce livre, finalement c'est la structure elle-même. C'est comment on crée une structure qui peut accueillir une histoire, qui peut la transfigurer, et sans prétention en utilisant ce terme-là. C'est-à-dire, par exemple, pour ce livre-là, préserver ce qui était mon but de départ, à la fois la vitesse, l'aérodynamique, qui était cet avion, ce constellation, ce symbole de l'aéronautique. Donc, faire une succession de chapitres qui suivent l'avancée de l'avion, l'avancée des secours, l'avancée même de ce vol mimétique qui vient à la fin du roman refaire le tracé du premier vol, mais en même temps intercaler des portraits qui soient l'absolu opposé de cette vitesse, c'est-à-dire ce qu'on appelle en littérature des tombeaux, mais sous la forme d'esquisses, là, de portraits qui ne sont pas complets, forcément exhaustifs, mais qui viennent, à la fin, quand je me rends aux Açores, je découvre quelque chose qui est culturel à l'archipel, qui sont la multiplication des petites tombes sur l'île, n'importe où, qu'on appelle almas ou alminas. Et j'aime beaucoup le terme, c'est-à-dire que la traduction d'almas ou alminas, c'est âme ou petites âmes. Et ces portraits, pour moi, qui s'intercalent, sont des petites âmes. Donc, faire œuvre romanesque, c'est aussi recréer une structure pour le réel, lui redonner sens, essayer de lui donner un sens, peut-être que les observateurs de l'époque ou même des gens qui l'ont vécu, finalement pris dans l'actualité, ne peuvent voir. On prend une autre... Oui, mademoiselle. Bien près du micro. Pour Monsieur Dutertre, pourquoi avoir utilisé autant de thèmes dans votre livre comme le féminisme, le sexe, les liaisons dangereuses, le débat sur l'homosexualité, le suicide, la famille, Internet, la justice et la mort? Elle a tout noté. Alors, Benoît. Si vous voulez, le principe du livre, c'est... j'ai envie de dire... Moi, ce qui m'intéressait, alors là, pour le coup, c'est vraiment ce livre-là. J'ai parfois fait des livres plus autobiographiques, mais c'est vraiment un livre d'imagination. Et ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de créer un monde qui ressemble un peu au nôtre, mais qui n'est pas tout à fait notre monde. J'appelle ça de l'anticipation légère. C'est-à-dire que je prends plein de petits détails qui sont réels dans notre société et je les pousse un petit peu plus loin. Donc, effectivement... Vous avez raison, pour camper le décor, si vous voulez, je me suis intéressé à un certain nombre de choses qui me semblent très caractéristiques de notre société et je les ai exagérées. Et chacun de ces thèmes que vous citez correspondent plus ou moins à des éléments de ce décor du livre. J'ai parlé de l'affaire d'Internet et de la confidentialité qui est quelque chose qu'on vit tous plus ou moins, mais que je pousse un peu plus loin, et même nettement plus loin au fil du livre avec cette histoire de dérèglement. J'ai parlé aussi, par exemple, d'une chose qui est très très présente dans notre société, qui est l'espèce d'espionnage des propos prononcés en privé. Vous savez, le héros, à un moment donné, dans une émission de radio où il se trouve, il dit
il parle avec l'animatrice, mais l'émission n'a pas commencé. Il dit quelque chose et cette phrase qu'il va dire va se retourner contre lui, alors que pour lui, c'était quelque chose de privé qui n'avait aucune importance. Ça, c'est encore quelque chose qui arrive souvent aujourd'hui dans la société. Vous avez vu parfois des conversations piégées sur des téléphones portables et qu'on voit ensuite sortir sur le réseau. Et après, on attaque la personne qui a prononcé des propos dans la sphère privée, mais parce qu'on a volé ces propos et tout d'un coup, on les rend publics et on les juge. Donc ça, c'est un autre élément de ce décor du livre que j'exagère volontairement. La question du féminisme, elle est présente aussi parce que c'était important pour mon intrigue, puisque ce personnage central, il tremble à l'idée qu'on aille découvrir ces photos porno. Et il se trouve que aujourd'hui, par exemple, dans la société, vous savez qu'il y a beaucoup de mouvements féministes qui mènent souvent des très bons combats, mais qui vont parfois assez loin. Et notamment, par exemple, ce combat contre pour la pénalisation de la prostitution. Alors, on en pense ce qu'on veut, mais moi, dans mon livre, c'est pareil, je reprends cet élément-là et je le pousse un peu plus loin. C'est-à-dire que les féministes du livre, elles, ce qu'elles veulent, c'est qu'on pénalise toutes les personnes qui vont consulter des photos porno sur Internet parce que c'est dégradant pour l'image de la femme. C'est quelque chose qui pourrait arriver demain. Et c'est comme ça des choses, voilà, des éléments de notre société dans ce qu'elle a un petit peu d'effrayant et dans ce qu'elle a de plus lié à la confidentialité que j'utilise pour créer cette espèce de tableau d'un monde voilà, où mon héros va se perdre, trébucher et pas vraiment s'en sortir d'ailleurs. Alors, Le lycée Charles de Gaulle. Bonjour, c'est une question pour Monsieur Delacour. Oui. En fait, dans votre livre, vous donnez une place très importante au pardon, parce qu'en fait, vous le présentez comme l'unique porte de sortie et d'accès au bonheur finalement. Et est-ce que c'est une valeur que vous défendez vous-même dans votre vie et qui vous a servi, par exemple? Merci pour cette question. Oui et non, en fait. Non, parce que le mot pardon, c'est un mot dont je me méfie énormément, parce qu'il est très connoté judéo-chrétien, il est associé à une religion, tout ça, mais l'idée qu'il y a derrière, il y a des choses qui m'intéressent. Le pardon, c'est quelque chose qui regarde chacun, c'est-à-dire chacun est prêt à payer ou à renoncer à quelque chose pour le pardon, en échange pour avoir le pardon. Moi, ce qui m'intéressait dans ce livre, qui est un moment, une tragédie, enfin c'est quelque chose de terrifiant, c'est comment un moment, un homme, goutte d'eau après goutte d'eau après goutte d'eau, le vase de sa vie déborde, il pète un plomb, on n'aime plus sa vie. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'aime plus sa vie? Et mon personnage Antoine, il prend une décision qui est juste, qui est raisonnée, qui est raisonnable pour lui, mais qui n'est sûrement pas la bonne. Après, quand on a fait le mal à ce point, mais on peut faire le mal quand on souffre. Je veux dire, il faut penser qu'on peut ne pas être jugé toujours que sur ce qu'on fait. Ce qu'on fait, on ne le fait pas tout seul. On le fait parce qu'on a une éducation, parce qu'on a reçu des choses, on a une histoire. Par contre, il faut essayer de trouver ce qu'on est. Et moi, c'est tout ce travail entre ce qu'on fait et ce qu'on est. Je trouve que c'est là où on se perd, où on est perdu par plein d'éléments de la société. On fait une chose, on est définitivement jugé pour la chose qu'on a faite. Scott Fitzgerald disait qu'il n'y a pas de deuxième chance dans la vie d'un Américain. Je trouve ça triste qu'il ait dit ça. Moi, j'aimerais qu'on ait une deuxième chance, qu'on ait tous une deuxième chance, une deuxième vie, même si un jour on pète un plomb. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société difficile et parfois on pète un plomb. Donc pour arriver précisément à la réponse à votre question, ce que vous appelez le pardon, moi c'est ce que j'ai envie d'appeler les retrouvailles. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure en répondant à la question là-haut des failles qu'on a le droit de montrer. Je pense que si on se montre réparable, on permet à l'autre de nous retrouver, on permet à soi de se retrouver. Le pardon, après, c'est personnel. Mais moi, dans ma vie, c'est très très important de pouvoir être retrouvé, de pouvoir me donner à être retrouvé, à être pardonné, à pardonner, si vous voulez, avec des mots courts. Et c'est quelque chose d'important. Je pense qu'on ne fait pas assez attention aux autres, on juge trop vite, on catalogue trop vite, et il faut prendre le temps de l'autre, et il faut aussi laisser l'autre venir vers nous. Parce qu'on est souvent à penser, oui, moi tout seul, j'ai besoin de personne. Je crois que ce n'est pas vrai. Je crois qu'on est fort ensemble et on est faible ensemble, et on peut choisir d'être fort ensemble. Et dans mon histoire de famille, dans ce livre, c'est ça. C'est Antoine va donner la possibilité d'être retrouvé, dans tous les sens du terme. Voilà. Merci. Oui. Alors, je propose qu'on prenne une dernière question dans ce lycée. Et ensuite, il nous reste un petit peu de temps. Donc, librement, vous lèverez la main, vous faites signe à Julie et vous pourrez poser éventuellement 2 ou 3, peut-être un petit peu plus de questions parce qu'il nous reste un petit peu de temps. Mais avant, on va écouter la dernière question de ce jeune homme. Allez-y. Bonjour. Donc, c'est une question. Parlez bien dans le micro. C'est une question pour Benoît Dutertre. Oui. Et c'est
Est-ce vous qui parlez en la personne de Simon? Êtes-vous effrayé par le monde moderne? Oui. C'est la réponse à la question, le oui. Non, c'est une bonne question, comme on dit. Non, je ne parle pas en la personne de Simon, parce que j'ai choisi le biais du roman dans ce livre. J'ai déjà écrit des choses assez critiques sur le monde moderne. J'ai écrit des livres, des essais, des pamphlets, donc qui sont d'autres genres que le roman. A priori, quand on écrit un roman, c'est pas pour faire une démonstration ou pour passer un message politique ou sociologique. C'est quand même d'abord pour raconter une histoire. Donc, si vous voulez, il est évident que moi, mon but dans ce livre, c'est d'écrire une histoire qui soit à la fois drôle, avec tous ces malheurs du héros, parce que les malheurs d'un personnage, ça a toujours quelque chose d'un peu burlesque qui peut faire rire aussi. Donc il s'agissait pour moi avant tout de raconter une histoire, de créer un monde, de fabriquer une intrigue, aussi de montrer le personnage pris dans cet engrenage d'Internet et de la confidentialité. C'était ça mes vrais soucis quand j'ai écrit le livre, c'est que ce soit un livre qui fasse rire, qui fasse peur, qui fasse une espèce de tableau comme ça du monde dans lequel on vit. Alors évidemment, dans les partis pris que j'ai dans ce tableau, dans les couleurs, si on peut dire, du tableau, on peut supposer que ma vision de ce monde contemporain, elle est souvent assez critique et assez négative. Et c'est vrai que dans les propos de Simon, le héros, parfois, je suis assez d'accord avec lui. Mais il peut arriver aussi qu'ils disent des bêtises que j'aurais pu dire ou que j'aurais pu ne pas dire. C'est quand même vraiment pas un double. C'est un personnage pour qui j'ai la sympathie, comme en général le personnage central d'un roman, d'une œuvre de fiction, ou le narrateur auquel on prête sa voix. En général, c'est un personnage qui est assez proche de soi. Mais c'est aussi un personnage qui est assez loin de moi par beaucoup d'aspects. Voilà, donc j'ai voulu le montrer tel qu'il est, avec ses faiblesses, mais avec... D'ailleurs, Simon, je dirais peut-être à la limite, il est un petit peu moins critique que je ne le serais, moi, sur la société contemporaine, parce que Simon, en fait, au début du livre, il est persuadé qu'il a réussi, il est content, il est dans le TGV, en première classe, il a l'impression de faire partie des gagnants, comme il dit. Et c'est en fait au fil du livre qu'il va découvrir qu'il est piégé par la confidentialité, la non-confidentialité d'Internet, et par cette conversation qui a été prise à son insu dans une radio, il se trouve piégé, et c'est seulement au fil du livre qu'il va découvrir qu'au fond, il n'aime pas tellement ce monde, ou en tout cas qu'il s'y sent pas tellement à l'aise. Mais au début, il est plutôt persuadé d'être à l'aise dans le monde. Alors que, oui, moi je suis assez à l'aise aussi d'ailleurs, mais j'ai quand même un regard souvent très, très critique sur le changement obligé, la marche en avant à tout prix, les réformes, l'hygiénisme, la sécurité omniprésente, tout ça, c'est des choses qui me déplaisent plutôt et qui sont le tableau de fond du livre. Du roman, bien sûr. Alors, c'est vous. Allez-y, jeune homme. C'est une question pour Benoît Dutertre. Mm-hmm. Pourquoi faire du paradis un endroit si spécial et étrange? Bah oui, si vous avez visité, vous savez bien que c'est pas comme ça. C'est vrai. Si vous voulez, bon, les trois grands chapitres qui s'appellent Les portes du paradis, Le bar du purgatoire et puis le dernier qui se passe en enfer, c'est des chapitres que j'ai écrits vraiment en m'amusant, si vous voulez. Faut quand même pas oublier le côté ludique dans la littérature. Là encore, c'était pas mon but premier, c'était pas de dénoncer toutes les procédures de sécurité qu'on peut trouver dans un aéroport et que moi je mets dans mon paradis qui ressemble beaucoup à la Terre. Je suis parti de cette idée-là, mais à partir de là, moi, ça m'amusait de montrer le héros qui découvre peu à peu tous les recoins de ce paradis, qui ressemble à une galerie d'aéroport, où il va tout d'un coup pouvoir parler avec sa mère, qui elle est déjà morte, qui se trouve dans une espèce de grand hôtel absolument sinistre, comme on en voit à Dubaï ou dans les nouveaux paradis touristiques. Voilà, je joue avec tout ça dans la description du paradis, et je dirais que c'est surtout peut-être pour surprendre et pour amuser le lecteur page après page. Et puis jusqu'à l'intervention de Saint-Pierre en personne qui est là devant ses ordinateurs. C'est une scène que je me suis beaucoup amusé à écrire, puisque Saint-Pierre, je le décris dans une situation, il est un peu comme à bord de Star Trek, vous savez, avec ses écrans, le ciel, le cloud, où il va chercher les informations, mais encore son vieux filet de pêcheur, comme il a dans la Bible, sur le côté, et le type Saint-Pierre complètement dépassé par l'accumulation d'informations
d'information, et la surpopulation qui est aussi un problème au paradis comme sur Terre. Donc voilà, je me suis amusé de façon très gratuite et ludique à projeter dans le paradis tous les problèmes de la Terre pour que ce soit vraiment le paradis terrestre et qu'on préfère finalement aller en enfer. Voilà. D'où l'impression d'étrangeté finalement. Mademoiselle. Bonjour, j'ai une question pour Adrien Bosque. Oui. Ah là, il est juste en face de vous. Alors là. Pourquoi avez-vous voulu faire un tombeau du Constellation ? J'ai voulu faire effectivement un tombeau de chacun des passagers et qui forment ensemble cette constellation, mais qui forment aussi voilà, un tombeau qui serait un tombeau d'acier, une forme un peu comme ça de carlingue, parce que aussi, comme je voulais questionner les notions qui m'intéressaient de hasard, de coïncidence, de destin, je trouvais que c'était comme un sondage, en fait, ce constellation. Comme à l'intérieur, vous avez cette multiplication de personnages, tous différents, et il y a un livre de Charlotte Delbo qui s'appelle Le convoi du 24 janvier, et comme ça, elle raconte chacun de ses camarades d'infortune, puisqu'elle était envoyée vers les camps, mais pour des raisons politiques. Et elle raconte comme ça dans ce livre chacun des destins de chacune donc ses camarades d'infortune. Et de la même manière, je souhaitais multiplier les points de vue et donc effectivement faire alors, est-ce que c'est un tombeau ou est-ce que c'est, pour reprendre l'image et filer les métaphores, un cimetière général avec plusieurs tombeaux et moi je crois effectivement que c'est un tombeau général qui serait une forme contemporaine fuselée d'aluminium et aérodynamique. Alors, encore une question pour vous. Suite à votre écriture, les familles des victimes que vous avez pu rencontrer ont-elles réussi à modifier certaines choses dans leur deuil? Étaient-elles gênées, soulagées, surprises? Avez-vous eu des retours après l'écriture, après l'apparition du roman? C'est une très bonne question parce que c'est vraiment aussi à quel point ce que j'ai pu dire sur la fiction et la réalité s'y confrontent. C'est-à-dire qu'il y a les deux. Il m'est arrivé plusieurs anecdotes et je ne vais pas les raconter pour mais hier soir je rentre mais vraiment à la minute et il n'y a jamais aucun appel sur le fixe parce que je sais pas, c'est comme il y a que les gens appellent sur le portable, mais je reçois un appel sur le fixe et là c'est non pas une famille des victimes mais l'enfant, le fils du meilleur ami de Kekamen, qui est le directeur commercial de Walt Disney, qui m'appelle et à chaque fois, c'est pas du tout des appels qui sont négatifs ou c'est des éléments en plus qui ne font pas partie de ce roman, mais qui sont passionnants et qui finissent de me convaincre d'une chose, c'est que la réalité dépasse toujours la fiction. Et que, par exemple, je me suis rendu à une librairie à Strasbourg il y a 2 semaines, et juste avant de rentrer pour la rencontre, il y a une vieille dame qui s'approche de moi et qui me dit je ne veux pas vous déranger, mais je suis la fille de René Hoth, donc le secrétaire général des dernières nouvelles d'Alsace, qui est dans ce livre. Et elle me dit, je veux juste vous rassurer, j'ai beaucoup aimé le livre, on va en parler après. Et on en a parlé après. Évidemment qu'il y avait des éléments que je n'avais pas, parce que je n'ai pas contacté de la même manière toutes les familles. Je ne suis pas parti dans un rapport de recueillir la mémoire collective aussi, parce qu'il faut s'en écarter, ne serait-ce que parce que dans chaque famille, on raconte le destin du grand-père et qu'on sait que la mémoire passant de génération en génération s'étiole. Il peut y avoir le grand-père qui raconte que les bons côtés de sa vie, qui va écarter certains autres. Donc il faut se dégager aussi de cette mémoire familiale. Et ils m'ont raconté quelque chose qui était, je trouvais, encore un dernier lien. Le petit-fils qui était avec sa mère, le petit-fils de René Hoth, me dit mais vous savez, vous imaginez un dialogue entre René Hoth et le manager de Marcel Cerdan, René Hoth profitant de ce vol et de la présence de Marcel Cerdan pour glaner quelques informations sur le combat. Il me dit, c'est tout à fait quelque chose qui aurait pu arriver, puisque mon grand-père ne dédaignait pas du tout aux informations sportives. Mais il me dit, surtout, il aurait pu avoir un dialogue avec Ginette Neveu, puisque lui-même faisait du violon, lui-même avait eu comme professeur Charles Munch, qui se trouve être aussi le professeur de Ginette Neveu. Donc ils avaient comme ça, il y avait des éléments qui étaient c'est presque un autre livre qui pourrait s'écrire, et il ne s'écrira pas, mais qui est, on pourrait presque s'amuser à faire un livre qui serait de chaque chapitre de confronter la version des familles. Parce que le but n'est pas de faire l'histoire officielle,
mais de justement faire œuvre romanesque. Alors là, j'ai perdu. Ah voilà. Est-ce qu'il y a une question? Oui, mademoiselle. Allez-y. Bonjour, donc je m'appelle Clotilde. J'ai une question, donc ça serait plutôt pour les 4 écrivains. Très bien, allez-y. Donc je voulais savoir si votre roman vous avait apporté une satisfaction ou un bonheur quelconque. Quelconque. Grégoire qui fait le malin. Oui. Ouais, un truc énorme. Un bonheur énorme parce qu'en fait, ce livre, il ne devait pas être écrit. Après avoir écrit la première chose qu'on regarde avec la célèbre Scarlett Johansson, j'ai pas envie d'écrire tout de suite. J'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de lire, j'ai envie, voilà. Et comme pour Antoine, on m'a annoncé pour 27 € que mon père allait mourir. Et ce livre a commencé à pousser, un petit peu comme Eric racontait tout à l'heure, ces livres qui prennent le temps pour venir. Et puis, il est né, il a impérieusement poussé en moi, et j'en voulais pas tout à fait au début, donc j'ai essayé de le contenir. L'écriture, c'est comme des petites digues, hein, on tient les choses, on essaie de donner un sens, on essaie d'avancer dans tout ça. Et en parallèle de l'invention de ce personnage qui découvre que son père va mourir et qui revoit sa vie, le mien était en train de vivre la même chose dans la vraie vie. Et donc j'ai eu des chagrins, des moments de joie, enfin tout ça c'est la vie, c'est grave et c'est pas triste et c'est pas grave. Et donc pendant 1 an et demi qui a duré l'agonie de mon père, il y a eu ce livre. Et le jour où j'ai posé le point final, quelques heures après, il est mort. Et en fait c'est un grand bonheur ce livre parce que c'est peut-être ce qui va rester de nous, de lui et de moi. Très... Benoît? Alors, réponse à la même question. D'abord, je crois que, enfin, pour ce qui me concerne, il y a tout simplement le plaisir de l'écrire, le livre. Je veux dire, écrire, c'est des moments parfois difficiles, ça peut être des moments un peu d'effort, voire de souffrance, mais ça peut être aussi des moments de grande joie, quand on arrive à trouver une bonne idée, une bonne phrase, et puis que l'idée ou la phrase se développe toute seule et vous emporte quelque part où vous n'aviez pas vraiment prévu d'aller. Ça, c'est quand même le vrai plaisir de l'écriture. Et puis le plaisir de se relire, parfois c'est le déplaisir de se relire en disant faut encore reprendre. Et puis il y a un moment où ça passe, où c'est fluide, où ça marche bien. Donc le plaisir de l'écriture, c'est quand même une des choses très importantes, avant même le plaisir de publier un livre. Après, parfois quand le livre arrive chez l'éditeur, c'est peut-être même parfois, dans certains cas, heureusement pas trop souvent, la fin des plaisirs, parce qu'après, on trouve qu'on n'a pas eu assez d'articles, ou qu'on ne vous a pas assez bien compris, ou qu'ils ne sont pas assez élogieux, ou ceci, cela. Et puis il y a des fois où ça se passe bien en plus après. Et donc là, en plus, il y a aussi, évidemment, dans ce cas précis, pour ce dernier livre, le plaisir, par exemple, d'être sur la liste du Goncourt et d'être avec vous aujourd'hui pour vous rencontrer pour la première fois. Ça, c'est aussi, pour moi, un très grand plaisir. Voilà. Adrien. Tout pareil. C'est mon premier roman et je suis là devant vous. J'ai pas fait ça pour ça. Non. Pardon, c'est le premier livre que j'écris, que j'avoue aussi, un livre qui se termine, dont je suis satisfait. Alors déjà, il y a une satisfaction de terminer un livre et d'en être fier, de savoir qu'on peut le défendre et que peut-être il sera accueilli dans une maison. Ça a été le cas. Il y a ce plaisir de l'écriture, vraiment. Quand on sent, et c'est exactement ce qu'a décrit Benoît sur ces moments où on sent que voilà, la phrase est là, qu'elle est autonome presque, que d'un coup elle est posée, c'est pas un truc magique, c'est juste elle est là et on sait qu'on va pouvoir déplacer une virgule, mais que notre idée, l'idée qu'on avait, là vraiment prend sens et pourra être transmise au lecteur. Et puis après, moi, elle est particulière à l'écriture de ce livre, c'est qu'en finalement, en se détournant totalement d'un récit qui serait centré sur mon histoire, ma vie, c'est par la vie, entre guillemets, des autres que je suis revenu vraiment et que j'ai trouvé des réponses pour moi-même, des réponses qui désormais comptent.
Donc j'ai une satisfaction presque de trajet. Et désormais, et je me pince un peu tous les jours, que ce livre rencontre à la fois des lecteurs, et plaise. Voilà. Avant d'écouter la réponse d'Éric, on prendra une dernière question après. Donc on prépare le micro, comme ça, on pourra poser une dernière question. Peut-être, alors 2 dernières questions, là et là-haut, comme ça. Mais après, il faudra garder du temps pour les dédicaces. Alors, Éric. L'écriture de mon précédent roman, Le Système Victoria, avait été assez pénible. Qui a posé la question? Où est-ce qu'elle est, la personne? Voilà. C'est la demoiselle là-bas. Regardez en répondant. Avait été très difficile. Je m'étais imposé un très grand nombre de contraintes. Et mon livre a été écrit très lentement et m'avait demandé énormément de mal, posé beaucoup de difficultés. Il y a des livres qu'on écrit facilement et d'autres qu'on écrit très péniblement, et c'est difficile. Et alors, ça ne présume en rien du résultat, parce que le Saint-Victoria, la plupart des retours que j'avais étaient des retours de lecture comme ça, où on était emporté par le récit haletant, et on décrivait comme un page-turner. Mais la façon dont j'avais écrit, c'était rigoureusement l'inverse. C'est-à-dire que j'avais écrit vraiment très lentement. Et là, en commençant L'amour et les forêts, je m'étais fait une promesse à moi-même, c'était de moins souffrir. Et donc j'avais décidé que je serais le plus libre possible. Et on peut décider ce genre de choses, de décider d'être libre et d'aller absolument où on veut, à tout moment dans son roman, là où vous appelle la richesse, là où ça se passe. Il y a des livres où c'est impossible, où on est dans une espèce de structure très rigide, et ça peut donner des choses vraiment très belles, mais là je voulais pas ça, je voulais pouvoir comme un oiseau aller exactement où je voulais. Et du coup, ça m'a apporté beaucoup de plaisir de l'écrire. Et puis je dirais une chose aussi, c'est que c'est peut-être celui de mes livres où je suis le moins, en fait. C'est-à-dire que dans la plupart de mes précédents romans, c'était des narrateurs masculins dans lesquels je me projetais énormément. Il y avait beaucoup de moi. Et c'est peut-être la première fois que je me mets véritablement au service d'une autre personne. Oui. En l'occurrence, ces femmes que j'ai rencontré, donc Bénédicte Tombredane, et on essaie toujours, nous les écrivains, d'écrire le mieux possible, d'écrire les phrases les plus belles possibles, mais pour moi là, l'enjeu, il était augmenté encore par le fait que je souhaitais rendre justice à ces femmes et les rendre les plus belles possibles à travers mon roman. Donc il y avait cet enjeu-là très important et qui me libérait un petit peu de mon narcissisme et de mon ego, où vraiment je me projetais dans la figure de cette héroïne. Alors, on prend encore une question. Demoiselle, là, oui, allez-y. Bonjour. Donc, j'aurais une question pour Grégoire Delacour. Oui. Donc premièrement, je voulais savoir comment vous avez construit la psychologie de vos personnages, si vraiment c'est réfléchi ou vous êtes laissé guider par votre plume. Et aussi savoir, vous dites à l'un de vos personnages que la motivation première d'un écrivain, c'est le doute. Est-ce que c'est pareil pour vous? D'abord, vous me demandez si j'ai travaillé un peu ou si je suis allé au pif, en gros. Exactement. J'ai un peu travaillé. Un petit peu, pas trop parce que je suis flemmard. Non, mais d'autres auteurs émérites ce matin et cet après-midi ont dit qu'un personnage, au fur et à mesure où on l'écrit, il devient vivant. Alors c'est pas vrai parce qu'il reste sur le papier, il me réveille pas la nuit, mais c'est quand même, il a une autonomie. Au bout d'une phrase, il nous surprend. Il y a des choses quand même. Donc on apprend à les dompter, à les faire évoluer, à les enrichir, à les faire changer de route. Donc ça c'est très très important, c'est un travail, mais il y a une part de... C'est idiot ce que je vais dire, mais on avance en marchant, quoi. Il y a un personnage, on ne sait pas exactement une réaction à quelque chose. Donc ça, moi, je suis très, très sensible au personnage. J'aime bien prendre des gens qui craquent, ou des salauds, ou des gens, pas forcément des super-héros, parce que je pense qu'on n'est pas tous des super-héros, on n'est pas tous la plus belle fille du monde et le plus beau mec du monde, mais ça n'empêche pas qu'on est peut-être quelqu'un de formidable. Donc moi, ça m'intéresse de creuser, de voir qu'est-ce qui fait nos humanités. Et l'autre question que vous posiez, j'ai un trou parce qu'à mon âge, il fait chaud. C'était la deuxième partie de votre question?
Oui, c'est Sioran qui dit que la source d'un écrivain, ce sont ses hontes. Et je suis assez d'accord en ce qui me concerne. Je pense que moi, j'ai un énorme plaisir d'écrire, qui a été formidablement développé tout à l'heure. Je vais pas revenir là-dessus. Ce qui n'empêche pas d'écrire des choses sombres et graves, mais d'avoir un grand plaisir d'écrire. Mais moi, mon encrier, c'est ça. C'est ces parts cachées, c'est les parts d'ombre, c'est nos impudeurs, nos doutes, nos colères, nos handicaps, nos failles. Et je pense qu'un livre, c'est un endroit bienveillant pour les poser, parce qu'on peut trouver des solutions. Donc je crois que oui, alors ça n'empêche pas de faire des livres qui viennent de la joie, comme celui de Benoît, ou dans La liste de mes envies, qui était quelque chose de plus léger, mais qui n'empêche pas une certaine gravité. Mais c'est vrai que nos hontes doivent être supportables, donc il ne faut pas hésiter à les mettre dans la lumière, sinon on n'en sort pas, elles nous bouffent. On prend une dernière question, là-bas, tout en haut. Oui, moi c'est une question pour Grégoire Delacour. Oui. Dans votre livre, donc le personnage principal, Antoine, il s'adresse à ses 2 enfants. Et vous avez choisi de l'écrire du point de vue d'Antoine et du point de vue de Joséphine. Du coup, je voulais vous demander pourquoi vous ne l'avez pas écrit du point de vue de Léon aussi, puisqu'il s'adressait à lui aussi quand il parlait. Oui, en fait, la première partie du livre, ça se passe sur une nuit. Et Antoine raconte à Léon sa vie à lui, son enfance à lui et le père, pourquoi lui il est venu, dans quelles conditions il est venu, juste avant que ne soit commis le drame. Ça, c'est la première partie du livre. Donc, c'est une voix, une nuit, il parle je dirais au vivant, à l'encore vivant du livre, à ce moment-là. Puisque théoriquement, Joséphine n'est plus là. Et dans la deuxième partie du livre, c'est un peu l'explication, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les retrouvailles. Et là, quand j'ai fini cette deuxième partie, j'avais un peu l'impression d'avoir fini le livre. Il me semblait que j'avais fini le pourquoi on pète un plomb, pourquoi on prend une mauvaise décision. Ça me fut inspiré par des faits divers, parce que je dis pas tout pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu, mais ça arrive souvent, ce genre d'affaires, et je ne comprends pas comment un homme ou une femme, un couple peut arriver à des choses aussi horribles. Et quand j'ai eu fini cette deuxième partie, je me suis dit, mais c'est incroyable, la victime la plus atteinte dans son âme, dans sa chair, Joséphine, je ne la laisse pas parler. Et à ce moment-là, j'ai dit, il faut qu'elle parle. Mais c'est elle qui allait exprimer et raconter son histoire. Et quant à Léon, pourquoi il ne parle pas? C'est parce qu'il a fait un autre choix. Il a décidé de choisir un autre père, de choisir une autre vie. Donc il est moins témoin de cette affaire. Mais j'avais envie de cette rencontre du père et de la fille qui vont arriver à se retrouver. Voilà, je ne sais pas si on peut dire qu'avec l'ensemble des écrivains que vous avez vus se succéder ici, 12 depuis le début de la journée, vous étiez proche du paradis. En tous les cas, pour ceux qui aiment la lecture, ça devait être pas très loin de ça, encore que le paradis ait des moments un peu particuliers, si on croit ce que nous raconte Benoît, qui a visité ça de très près. En tous les cas, les questions, le nombre de réponses qui ont été apportées ici donnent à tout cela, j'espère, des envies de lecture, puisqu'il vous reste des livres à lire et à voter, puisque c'est aussi de cela dont il est question, pour vous tous et puis pour les autres rencontres qui vont se succéder. Merci à vous, merci beaucoup.